Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Self-Made Woman, Aude de Thoin a créé le Women's Forum for the Economy and Society, un Davos dédié à l'entrepreneuriat féminin, ainsi que le forum Women in Africa. Femme en colère, comme elle aime bien se nommer, elle nous partage son goût pour l'action, son admiration pour l'audace des leaders africaines, mais aussi ses conseils pour aider les femmes à oser. Pour cette féministe pragmatique, il faut oser car le monde est masculin. Bonjour Aude de Thuin, pouvez-vous nous raconter votre parcours et nous présenter vos responsabilités actuelles ? Bonjour. Moi, j'ai une expertise qui est assez linéaire puisque je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Et j'ai été, dans toute ma vie, salariée 2 fois, en tout et pour tout. Donc, j'ai été mon propre patron toute ma vie. Et j'ai un parcours d'entrepreneur, c'est-à-dire j'ai créé 6 entreprises, la 6e étant récente puisque je l'ai créée il y a 1 an. Et dans les choses marquantes, puisque on est ici avec Vox Femina, c'est que j'ai créé le Women's Forum, qui est... par chance, pas seulement la chance, non, c'est beaucoup de travail, qui est devenu leader mondial 3 ans après sa création. Vous avez créé le Women's Forum. Quel a été votre moteur à l'époque ? Ça vous fait rire parce que j'ai une très grosse colère. Début des années 2000, j'ai voulu aller au forum de Davos, au World Economic Forum, qui a lieu d'ailleurs en ce moment, c'est tous les ans en janvier. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas s'inscrire comme ça. J'étais déjà entrepreneur, donc j'étais à ce moment-là, j'avais ma 3e entreprise. Ma 2e entreprise. Et je n'ai jamais eu de réponse. Et la raison était que à Davos, il y avait 4% de femmes. Et donc moi qui étais une femme entrepreneur, ça ne comptait pas. Ils acceptaient, prenaient des femmes qui étaient dans des grosses entreprises. Mais bon. Et on disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. Et je me suis demandé comment on osait penser le monde de demain sans la moitié de l'humanité. Et comme je suis bretonne et souvent en colère, j'ai une grosse colère et j'avais une proposition d'un groupe pour acheter ma société. J'avais une jeune directrice générale et je lui ai dit, écoute, on va vendre la société, puisqu'on a une offre, on va vendre la société et je vais créer un forum de femmes. Voilà, j'ai décidé de faire un forum mondial dès le départ. J'avais un anglais assez précaire. Et 3 ans après, le Women's Forum est devenu leader mondial et il a permis beaucoup de changements dans les entreprises. Il a permis que la loi sur les quotas soit portée par les députés. C'était indispensable. Et parce qu'on avait juste fait une enquête avec McKinsey avec qui je travaillais beaucoup, on aurait mis 520 années à arriver à la parité. Donc on ne pouvait juste pas attendre 520 années. Et c'est comme ça que ce forum a pris le lead parce que l'idée c'était d'entendre des femmes du monde entier dire comment elles exerçaient le pouvoir, comment on pouvait monter, grimper dans les entreprises, comment il fallait oser et qu'est-ce que les femmes changeaient lorsqu'elles avaient le pouvoir. Pouvez-vous revenir sur votre première prise de parole publique ? Alors moi j'ai toujours exercé un métier où j'ai été exposée. C'est-à-dire que je faisais ou des événements ou des forums où je devais prendre la parole en tant que créatrice, fondatrice. Bon. Je me souviens de une grande intervention que j'ai eue devant une salle. C'était, je crois, en 81 ou 82, donc c'est assez longtemps. C'était terrifiant. Mais terrifiant de voir, c'était au Palais des Congrès, c'était dans le grand auditorium, c'est effrayant. J'avais 2 discours à faire. Le premier jour, très très mauvais. J'appelle une de mes amies qui était journaliste à Europe 1, enfin qui formait les journalistes à Europe 1. Et j'avais pas le temps ni de prendre des cours, ni... voilà. Et il y avait essentiellement des hommes en face de moi. J'avais 31 ans. Et ce premier discours m'avait terrifiée. Et elle me dit au téléphone, tu vas faire une chose. Quand tu sens que tu paniques, tu fais tomber ton stylo. Le temps de te baisser, de ramener le stylo, tu vas déjà récupérer tes esprits. Et ça m'a aidé à aller plus loin. Ça, c'était le premier point. Elle m'a dit, n'apprends pas ton discours par cœur, ne le lis pas.
plutôt. Ne le lis pas, retiens l'essentiel et tu seras beaucoup plus naturel. Si tu dois le lire, tu seras mauvaise. Et en gros, elle m'a appris à parler. Et c'est comme ça que mon premier discours s'est bien passé, enfin à peu près. Elle m'a dit une chose aussi importante et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a dit, dans une foule comme ça devant toi, tu repères quelqu'un dont tu sens que son regard est amical, que cette personne te trouve sympathique ou te trouve bien, et tu ne t'adresses qu'à cette personne. Et cette personne va comprendre que c'est pour elle que tu parles. Et du coup, elle va t'encourager parce qu'elle aura un regard généreux. Et ça a été énorme aussi. Et ça, c'est un conseil que j'ai beaucoup donné, le coup du stylo. Je l'ai beaucoup dit. Ne pas lire le moins possible, parce que moi, je me souviens, j'avais des papiers, je tremblais, ça se voyait. Et le fait de trembler, on sent qu'on tremble, du coup, ça déstabilise encore plus, donc on rentre dans un cercle vicieux négatif. Et trouver une sorte de regard amical en face de soi aide énormément. Et ça, c'est une chose que les femmes doivent savoir. Parce qu'il y a toujours un regard amical. Comment vous préparez-vous? Avez-vous des conseils plus personnels à nous livrer? Alors, moi, je recommande, comme je l'ai dit, et ce qu'elle m'avait dit, c'est de ne pas lire. Mais par contre, si vous avez des chiffres à donner, ou des choses, des statistiques, il faut avoir des notes. Donc, il faut toujours avoir devant soi des petites notes sur les points clés. Et les points clés, vous les avez écrits avant, puisque vous avez travaillé votre texte. Quand même, c'est rarement un texte spontané. Je veux dire, c'est quand même lié à quelque chose. Et alors, ça dépend aussi le temps de parole. Si c'est 5 minutes, voilà, on y arrive. Mais si c'est plus, c'est une conférence thématique ou qui est basée sur des données et tout ça, il faut connaître par cœur ces données. Et on peut aussi ne pas se souvenir. Et c'est normal, c'est humain. Et surtout, si on a un peu peur, ça paralyse un peu. Donc, c'est toujours avoir des petites notes de la taille d'un téléphone portable ou, maintenant qu'il y a les portables, c'est avoir ces données sur le portable. Et à ce moment-là, ça vous sert de repère. Et les gens comprennent très bien que vous regardiez de temps en temps les données. Vous pouvez essayer. Moi, je trouve bien même de montrer qu'on s'appuie sur quelque chose. Il n'y a rien d'humiliant à ça. C'est juste une chose normale. Voilà. Donc ça, ce sont des petites choses, mais qui sont très utiles et qui fait que vous arrivez en confiance, même si vous avez peur de l'intervention, vous arrivez en confiance sur ce plan-là, parce que vous êtes sécurisé par les notes que vous avez prises et le travail que vous avez fait en amont. Moi, il y a une chose aussi que j'ai beaucoup fait, c'est qu'il m'est arrivé de répéter des discours chez moi, devant la glace, devant mon mari. Je trouve que c'est une très bonne chose aussi. Si le discours ou l'intervention est un peu longue, parce que la répétition aide la mémorisation aussi. Donc, c'est une chose que je recommande beaucoup. Et quelles étaient vos appréhensions à l'époque? Parler devant une foule. Parler parce que ça ne m'était pas naturel de le faire. Et puis, comme toutes les femmes, j'avais peur, je n'avais pas confiance en moi, j'étais terrifiée par... En plus, c'était que des hommes pratiquement dans la salle. 90% étaient des hommes. Est-ce que le fait d'être une femme a été une difficulté supplémentaire à ce moment-là? Moi, j'ai une force en moi. Et c'est que je me suis toujours pris pour un mec. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai fait un métier d'homme, j'étais commissaire général. Je me souviens d'ailleurs un jour d'avoir reçu un vrai commissaire, puisque j'avais des problèmes de sécurité à régler. Donc mon assistante le fait rentrer dans mon bureau et il dit « commissaire, commissaire ». Et il se présente comme ça. Il reste 10 minutes sans me parler. Au bout de 10 minutes, il commence à bouger sur sa chaise et il dit « mais le commissaire va arriver ». Je dis « écoutez, ça fait 10 minutes que vous l'avez devant vous ». Parce que j'étais une femme, il avait considéré que j'étais commissaire, mais que je ne pouvais pas être une femme. Voilà, ça fait partie des choses drôles. Et ça, j'ai vécu ça à peu près toute ma vie. Mais moi, je n'ai pas tellement subi, mais je sentais ce que les femmes subissaient. Moi, ma force, c'est de sentir, c'est de capter les émotions des autres, et c'est d'en faire quelque chose. Et donc je sais la souffrance des femmes, je sais leur insécurité. Quand on propose à une femme de changer de job, elle va à peine oser demander une augmentation parce que c'est ça. Voilà, les femmes ont peur. Et tout le travail que je fais depuis des années, c'est ça aussi. C'est tenter de donner plus d'assurance aux femmes, de leur dire « mais tu as le même cerveau que les hommes ».
Donc arrête de penser que parce que tu es une femme, tu n'oses pas. On a le même cerveau que les hommes. Et c'est ça que les femmes doivent savoir. Quand elles savent ça, elles deviennent plus en sécurité avec elles-mêmes et à ce moment-là, elles peuvent oser plus prendre la parole. Moi, je donne une impression de force, comme je l'ai dit, parce que je suis grande, je suis autoritaire, je suis souvent en colère. Derrière tout ça, il y a beaucoup de fragilité, mais je pleure après. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai jamais fait de politique. On m'a toujours poursuivi en disant mais faites de la politique. Et un jour j'ai répondu, on m'avait sollicité pendant des mois et des mois. Je dis mais arrêtez de me demander. Je dis mais pourquoi ? Parce que si on m'attaque, je pleure. Et donc voilà, moi je cache ma personnalité parce que le métier que je fais, enfin, j'ai toujours été exposée puisque je dois prendre la parole, j'organise des choses qui sont mondiales ou sur des sujets difficiles. Les sujets de femmes sont toujours difficiles. Et donc, voilà, je dois dominer ça. Il y a beaucoup de femmes que je vois ici en France qui, avant de prendre la parole ou même sur scène, vous voyez, mettent leurs mains, on sent le stress chez elles. Et donc, ça n'est pas du tout coutumier pour une femme française de prendre le... Et aujourd'hui, on voit beaucoup observer les concours des concours d'éloquence qui sont formidables. Moi, je suis souvent allée à la conférence des avocats, écouter les concours, et puis surtout, j'y ai emmené mes petits-enfants. Parce que je ne voulais pas qu'ils soient ou comme moi, ou comme je voyais les Français qui... Et aujourd'hui, il y a des écoles, des lycées, des collèges qui intègrent ça, et c'est indispensable en France. Ça va aider la carrière des enfants, toute leur vie, que de prendre même un quart d'heure par semaine, une demi-heure. Et à chaque fois, le prof doit nommer un élève en disant, ben voilà, tu vas... Il y a des... Sans prendre beaucoup de temps, c'est facile aujourd'hui de donner de l'assurance aux élèves et ça les aidera toute leur vie. Y a-t-il eu des prises de parole qui vous ont particulièrement marqué ? Ah oui, j'en ai eu une très drôle. Lorsque j'ai créé le Women's Forum, je devais faire le discours d'ouverture en anglais, puisque tout le forum était en anglais. Comme je vous l'ai dit, j'avais un anglais assez précaire. Et donc, j'avais travaillé, je me souviens que j'avais pris la prof d'anglais de Sciences Po, que tout le monde avait eue. Moi, je n'avais pas fait Sciences Po, donc je ne l'avais pas eue. J'ai travaillé avec elle pendant 8 mois. Bon. Donc, comme je savais qu'il ne fallait pas lire de papier, puisque ça, je l'avais appris plusieurs années avant, je travaille, et je commence mon discours. Je fais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je regarde si j'avais un regard amical devant moi, et je fixe cette personne. Et je sens, dans le regard de la femme qui était en face de moi et à côté, que mon anglais était quand même très très mauvais, très lourd, que c'était pas bon, donc ça me déstabilise et tout ça. Et puis voilà, ça se passe. Bon, j'ai les applaudissements, voilà, un peu obligés. La deuxième année, je recommence à faire un discours et j'entends dans la salle, c'est mieux. Et là, il y avait des gens qui étaient déjà là la première année et tout le monde éclate de rire. La troisième année, pareil, discours d'ouverture, mais c'est beaucoup mieux. Et la quatrième année, c'était incroyable. Alors ça, c'était, à la fin, c'était devenu des amis, des copines, vous voyez. Et la quatrième année, il y en a une qui a dit, oh, bon, on va pas dire que c'est parfait, mais franchement, c'est bien. Et ça a été, c'est un souvenir. Et aujourd'hui encore, donc c'était, moi j'ai créé le Women's Forum il y a 20 ans. Aujourd'hui encore, je retrouve, et beaucoup chez Vox Femina d'ailleurs, de femmes qui étaient venues au forum et qui se souviennent de cette anecdote parce que c'était à hurler de rire. Et alors, elle l'avait dit en français, donc il y avait les Américaines, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que tout le monde riait, enfin les Français, mais il y avait plus d'étrangers même que de Françaises. Donc elle traduisait et c'est devenu célèbre. Voilà. Et que vous apporte la prise de parole publique, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi plus personnel ? Comme je vous l'ai dit, moi je suis dans un métier pas public, mais presque, à partir du moment où je fais de grandes conférences. Donc c'est inhérent à mon métier. Donc ça ne m'apporte rien, je veux dire que je suis obligée, c'est une obligation pour moi. Sauf maintenant où j'ai, dans le cas de Women in Africa par exemple, qui est une de mes entreprises, moi j'ai nommé une présidente africaine, nigériane, anglophone. Elle parle un peu français, d'ailleurs quand elle parle un peu français c'est tellement mignon qu'on voudrait qu'elle parle qu'en français parce que c'est ravissant, et qui a étudié ou qui est même presque naturellement... elle sait parler naturellement. J'ai remarqué la différence entre les femmes africaines et les femmes françaises.
ou européennes. Aux États-Unis, c'est facile aussi pour les femmes américaines parce que ça fait partie du cursus scolaire que d'apprendre à parler, depuis toujours. Moi, mon mari est né américain, il a eu des cours à son époque pour prendre la parole. Et c'est une chose courante aux États-Unis, elles n'ont pas peur, on le voit, elles ont beaucoup d'assurance. Bon. Les Africaines aussi. Et c'est pour d'autres raisons. Elles n'ont pas appris, mais les Africaines sont confrontées à une vie tellement dure souvent que ça leur donne une assurance naturelle. Et c'est un bonheur de les voir. Vous avez créé l'African Women's Forum. Diriez-vous que le manque de confiance est propre aux femmes françaises ? Quels atouts observez-vous au contraire chez les femmes africaines ? Moi, je fais la différence. Quand je faisais le forum Women in Africa, qu'on a arrêté, on a transformé notre modèle économique après le Covid, mais on a été obligé évidemment d'arrêter ce forum. On avait les 54 pays d'Afrique qui venaient. Donc on donnait la parole à beaucoup, beaucoup de femmes africaines. C'était un bonheur. Et les conférences, d'ailleurs, avec des femmes africaines, se terminent souvent en chansons. C'est comme une fête. Pourquoi ? Parce que la dureté de leur vie fait que même si elles viennent parler de sujets difficiles, à un moment, elles vont intégrer quelque chose d'un peu léger. C'est pour ça aussi qu'elles portent des couleurs beaucoup. Vous voyez. Donc il y a toute une psychologie de la femme africaine qui est assez magnifique à observer, dont on devrait prendre des leçons. Et notre présidente est comme ça. Et il se trouve en plus qu'elle a étudié à Harvard, donc elle a justement aussi s'était intégrée dans ses cours. Et elle a été, avant de rentrer chez nous, elle est à nos côtés depuis 2018 maintenant. Elle présidait une fondation dans son pays en mémoire de sa mère qui a été assassinée par l'armée, 3 ans après son père qui aussi a été tué par l'armée. Donc c'est un peu, je dirais, avec elle, comme beaucoup de femmes, c'est pas l'assurance du désespoir, mais c'est une assurance qui est nécessaire pour prouver qu'elles existent et qu'on doit compter sur elles et qu'on peut compter sur elles surtout. Elles sont étonnantes et on a beaucoup, beaucoup de leçons à prendre d'elles. Pourquoi diriez-vous qu'il est si important d'oser ? Il faut oser parce que le monde est masculin. Parce qu'on ne peut pas laisser... Moi, je suis une féministe très pragmatique. Je ne suis pas une activiste. Je trouve leur travail souvent important, souvent même essentiel. Elles font avancer les choses. Moi, je suis pour une complémentarité homme-femme. Moi, je suis pour un monde harmonieux. Et donc, c'est dans la complémentarité. Parce que si on doit toujours être en guerre contre les hommes, c'est juste difficile d'être en guerre. C'est fatigant. Moi, je pense qu'il faut se mettre en position, toujours, de penser que le monde est très équilibré si on vit bien nos différences hommes-femmes. Donc, aujourd'hui, les femmes doivent savoir ça. Donc, soit elles doivent se dire ça et ne pas se laisser dominer par les hommes. Or, on voit que c'est loin d'être acquis, puisque pendant le Covid, c'est un exemple très... Moi, j'ai étudié le sujet à la sortie de Covid, parce que je voyais plein de femmes qui étaient en burn-out, ce que j'ai appelé le phénomène de la salle à manger. C'est-à-dire que les hommes, quand il n'y a pas toujours de bureaux dans les maisons, dans les appartements à Paris, en ville, les hommes travaillaient sur la table de la salle à manger, les femmes dans la cuisine ou dans la chambre. C'est pour ça qu'on a pris 32 ans de retard à cause du Covid. Donc c'est quand même important de savoir ça. C'est-à-dire que les femmes, même chez elles, ne s'est pas imposée. Donc il faut changer ça. Et ça veut dire ne pas se mettre en colère, parce que si une femme se met en colère, d'abord on va la traiter d'hystérique, il faut juste que ce soit posé. Il faut en parler avec son compagnon, son mari. C'est plus facile dans les jeunes couples que dans les couples plus âgés, où la femme n'était pas considérée. C'est bobonne à la maison. Ça a été ça beaucoup, ou la bourgeoise, qui a eu un rôle souvent d'ailleurs important, puisque si le mari réussissait dans sa carrière, c'est aussi parce que sa femme faisait les relations publiques. C'est qu'aux États-Unis, une femme qui n'a jamais travaillé, en cas de divorce, peut toucher 50% de la fortune de son mari. Parce qu'on considère qu'en étant à la maison, elle a fait les relations publiques dont son mari avait besoin pour son business. Donc, vous voyez, c'est toujours... il faut toujours que les femmes se considèrent elles-mêmes. Si elles commencent à se considérer, si elles gagnent en assurance, si elles... elles progressent elles-mêmes, par elles-mêmes, tout ira mieux autour d'elles, dans leur famille, dans leur travail, dans leurs relations avec les autres. Vous voyez, on est quand même dans une période aujourd'hui, on est dans un monde très difficile, très compétitif, avec des crises économiques, des crises qui se succèdent, et les femmes ont besoin, elles doivent, ça c'est ma recommandation, ne pas baisser la tête face à tout ce qui arrive, c'est au contraire se dire, est-ce que j'ai un rôle à jouer dans tout ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ça passe aussi par la prise de parole. C'est oser dans son entreprise,
entreprise, dire que les choses ne vont pas, c'est oser demander une augmentation. Tout ça, c'est apprendre à parler. Tout sort par la voix. Donc, à un moment, c'est essentiel pour les femmes et elles peuvent grandir à n'importe quel âge de leur vie. Moi, j'ai vu des cas tout à fait exceptionnels autour de moi, de femmes qui, à 60, 70 ans, tout d'un coup osaient. Vous défendez un féminisme pragmatique. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là ? C'est vraiment beaucoup de bon sens et faire que le monde soit harmonieux. Parce que sinon, la colère peut arriver très vite. Et être en colère, moi je suis née en colère, donc je sais ce que c'est. C'est très difficile. Et puis c'est fatigant. Non, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver son équilibre. Et trouver son équilibre passe beaucoup par la confiance en soi. Et la confiance en soi donne des facilités pour parler. C'est apaisé. Mais il y a quand même une fermeté dans la voix. Vous voyez, c'est cette petite fermeté qui se sent. Parce que la fermeté, la personne en face le ressent toujours. C'est ça, oser. Alors c'est vrai que l'âge aide. Moi, ce que je dis beaucoup, moi j'ai 72 ans, c'est que l'inconvénient de l'âge, c'est le mal au genou, l'avantage c'est la liberté de parole. Donc ça, je pense que beaucoup de femmes le ressentent aussi. Évidemment, à un moment, on n'a plus beaucoup de risques à prendre que de parler. Les femmes doivent gagner en assurance. Et dans ce monde, aujourd'hui, c'est urgent qu'elles gagnent en assurance parce qu'elles doivent confronter leur point de vue. On doit les entendre parce que les femmes ne sont pas guerrières. Je parle de guerrières dans le sens économique. Le monde économique est un monde guerrier. Aujourd'hui, il y a une grande antagonisation entre les hommes et les femmes parce que les hommes se disent il n'y en a plus que pour les femmes. Quand une femme entend ça, vous imaginez ce qu'elle choque, ce qu'elle peut ressentir. Donc il faut qu'elle se dise ben oui, mais jusqu'à maintenant, là, on est en 2023, ben vous avez eu le pouvoir. Les hommes. Donc c'est un peu normal, vous voyez, mais c'est brutal pour eux. Donc moi je peux comprendre la réaction des hommes, mais il faut aussi leur dire, le monde était comme ça avant, demain il ne le sera plus. Et les jeunes, la jeune génération est en train de, quelque part, prendre le pouvoir là-dessus. Les filles, j'entends. Les jeunes filles de 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des parents plus jeunes. Les pères ont joué un rôle très important, contrairement à nous, à notre âge, où la mère était souvent à la maison et c'était le père donc le père dominant. Et tout ça était normal. Il faut juste savoir que le monde évolue aujourd'hui. Il y a 6 ans, vous avez initié votre conférence TEDx en exprimant, je cite, « La mixité, ce n'est pas gagné ». Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il existe un changement relatif à l'évolution de l'égalité homme-femme ? Oui et non, parce que c'est toujours pas gagné pour les femmes, quoi. Alors, les lois ont fait avancer les choses, malheureusement. Moi, je suis contre les quotas et pour. Contre parce qu'il serait naturel que les femmes soient à égalité avec les hommes, mais comme ça ne l'est pas, il a fallu légiférer, donc il faut imposer. Donc je suis pour les quotas. Tout en étant contre parce qu'on nous dit que du coup, même une femme incompétente est nommée parce qu'il faut des femmes. Non, tout ça est absurde et les gens qui disent ça ne réalisent pas, les hommes qui disent ça ne réalisent pas. Non, là où la situation n'est pas bonne en ce moment pour les femmes, c'est que nous sommes arrivés, et particulièrement depuis le Covid, dans un monde totalement numérisé, digitalisé. Et les conséquences de ça, c'est que les hommes sur le plan scolaire, il y a beaucoup plus d'ingénieurs ou d'hommes qui ont pris des cours pour être au niveau de la vie d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des femmes. Et donc, il y a des entreprises qui ne peuvent pas garder les femmes parce qu'elles ne sont pas digital natives. Et en même temps, ils ont besoin de recruter des femmes, ils cherchent des femmes désespérément, mais ils ne les gardent pas non plus. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde, et surtout, ça amène de l'agressivité. C'est-à-dire que moi, j'entends, il n'y a pas une semaine où je n'entends pas dire qu'il n'y en a plus que pour les femmes. Mais ils ne sont même pas conscients quand ils disent ça. Ils ne sont pas conscients du passé. Et du pouvoir des hommes. Il faut savoir, par exemple, le pouvoir aujourd'hui, le vrai pouvoir, il est dans l'économie, il est dans les financiers, c'est comme ça. Il faut des actionnaires, il faut des fonds de pension, c'est 90% d'hommes, plus que ça. Donc le pouvoir réel est entre les mains des hommes. Et le jour où il y aura des changements, on arrivera à quelque chose de mieux. Mais il va falloir attendre encore combien d'années ? Moi, de mon vivant, je ne le verrai pas. Et je suis assez... le monde étant si compétitif,
C'est une chose qui est plus naturelle chez les hommes, une fois de plus, que chez les femmes, parce c'est là où les femmes ont à gagner en assurance, en osant parler, dire, se réunir et arriver, vous voyez, mais jamais dans le sens de la vengeance, jamais dans le sens de se plaindre, jamais, vous voyez, c'est le dire naturellement. C'est, voilà, dans une réunion d'entreprise, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Vous voyez, c'est oser poser des questions simples. Et puis, préparer aussi les choses avec les réseaux de femmes. Les réseaux de femmes sont là, et c'est là où on voit bien avec Vox Femina d'ailleurs, la force des réseaux, parce que les femmes entre elles s'entraident. Alors, il y a toujours des femmes qui sont aussi épouvantables que des mecs, hein, elles peuvent même l'être plus, c'est un fait. Mais les réseaux de femmes sont extrêmement utiles pour s'encourager, pour oser. Et voilà, moi, j'encourage beaucoup les réseaux. Et dans les entreprises, quand ce sont des réseaux internes à l'entreprise, moi, je recommande toujours qu'il y ait des hommes, parce que sinon, on entend « Ah bah oui, c'est encore la réunion des nanas là, de l'entreprise ». Eh bien, il faut éviter ça, vous voyez. Si on entend ça, il faut aller vers la personne qui le dit « Non, c'est pas une réunion de nanas, c'est une réunion de femmes avec qui tu travailles, mon vieux ». Tu vois. Donc, voilà. Vous voyez, c'est à un moment, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans la rue, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on aurait une réaction. Pourquoi est-ce que dans l'entreprise, on va se laisser marcher sur les pieds si on considère que c'est un... Vous voyez, il faut lutter contre... C'est les inégalités et c'est par petites touches comme ça. Et les entreprises le comprennent parce qu'aujourd'hui, ce sont les... Il y a un changement de mentalité chez les jeunes qui est extrêmement intéressant. On est dans une mutation sur tous les plans. Sur tous les plans. Et aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter. Et ce sont les jeunes qui vont vouloir rentrer dans l'entreprise et non plus l'entreprise qui va vouloir recruter telle personne. On a simplement inversé la donne. Et ça, c'est très intéressant pour les femmes parce que ça veut dire on les cherche et ça doit leur donner de l'assurance. Ça doit leur dire, mais ils ont besoin de moi. Et donc, tout d'un coup, savoir qu'on a besoin, vous voyez, qu'on est sollicité, ça peut changer la psychologie. Ça peut aider à gagner en assurance. Moi, je trouve ça formidable. Et si vous deviez me donner votre mot de la fin ? Oser. Moi, c'est le mot qui me caractérise. Et moi, j'ose. Je veux dire, on peut pleurer après quand on est chez soi, mais oser, ne pas se démonter et avoir le courage de ses opinions, avoir le courage de demander, avoir le courage de prendre la parole. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch and Talk, un podcast Vox Femina en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.